Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois dans quelques minutes Gilles Simard qui va venir nous parler de son livre qui s'intitule « Le cœur enveloppé ». J'aurai le plaisir de l'interviewer en collaboration de notre collaboratrice, justement, Marie Toutan. Alors on aura ça dans quelques instants à l'émission Folie douce. À l'Espresso, il sera question d'acupuncture et santé mentale. À l'Espresso allongé plus tard à l'émission, le trouble de la personnalité limite. Et en début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro nous dit comment trouver le bon médecin. Donc, dans sa chronique de cette semaine à l'émission, on commence d'abord en chanson avec Damien Robitaille. La chanson s'intitule « Omniprésent ». Bienvenue à Folie douce. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Hey, je suis heureux d'accueillir notre collaboratrice Marie Toutan. Bonjour Marie. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue encore une fois au micro de Folie douce. On en prend une habitude, mais c'est bien correct comme ça. T'as gravité et tu gravites toujours dans les milieux sociaux, milieu de la santé mentale. Tu connais plein de gens un peu partout au Québec d'ailleurs. C'est un peu le jet set au Québec, là, si on peut dire. Tu te promènes un peu dans les régions. Si tu veux. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous amener quelqu'un via le téléphone. Qui est un auteur et qui j'aimerais que tu nous introduises justement aux auditeurs parce qu'on va pouvoir lui parler. Il est à Québec pendant que nous, on est au studio ici à Montréal. Donc, qui est cet invité? Oui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter un homme qui, pour moi, possède vraiment une vision de la santé mentale unique et j'étais vraiment heureuse de pouvoir ouvrir ma collaboration avec vous, avec Gilles Simard, qui est nouvellement auteur d'un livre intitulé « Le cœur enveloppé, journal troublant d'un ex-psychiatrisé ». Oui, c'est ça qu'on parle, dans le fond. Alors, bienvenue à l'émission, Gilles. Bien, bonjour. Bonjour et bien, merci d'être là. Donc, on va débuter comme ça, on va alterner un peu les questions, mais parlez-nous donc un peu du livre, justement. Pourquoi avoir écrit le livre? Pourquoi avoir eu cette idée? Bon, ben, ça correspond à une réalité. En fait, ça faisait un bout de temps que ça montait, cette histoire-là. C'est mon histoire, bien sûr. Ce que je voulais, moi, c'était mettre une couleur, faire un portrait de ce que j'avais vécu, là, en matière de dépression puis de problèmes de santé mentale dans les années 70, plus précisément à l'époque des électrochocs, l'insulinothérapie de Roy-Rousseau, où j'ai été hospitalisé. Je devrais quasiment dire incarcéré, mais en tout cas. Et toujours est-il que tout ça, c'est un peu en lien aussi avec ce que j'ai vécu 10 ans plus tard, à Don Rémy Saint-François d'Assise. Là, ben, c'était plus, là, je vivais plus des problèmes là, d'alcool, ces choses-là. Alors, je voulais faire un lien entre les deux. Parler de Roy-Rousseau, là, où on traitait les symptômes, et puis après ça, à Saint-François d'Assise, où le patient était plus au cœur de sa thérapie. Alors, je voulais faire un lien avec ça, puis aussi, faire une espèce de message d'espoir. Je voulais, là, je voulais pas laisser le lecteur sur son appétit, je voulais quand même, là, montrer que c'est possible de s'en sortir à un moment donné, qu'on peut, comme qui dirait, là, arriver à quelque chose dans tout ça, que l'on peut avoir un problème de santé mentale, on peut avoir un problème de toxicomanie, de whatever, autour de ces choses-là, mais on peut s'en sortir. Alors, c'est toute la question du rétablissement. Alors, le livre, il s'appelle « Le cœur enveloppé ». Le cœur enveloppé, ça fait référence, pour faire une histoire courte, là, à tous ces hommes, toutes ces femmes qui n'ont pas accès à leurs émotions, qui sont dans la tête plutôt que dans le cœur. Alors, ça donne ce que ça donne, ça fait pas des enfants forts. Alors, en gros, c'est ça. Le livre est sorti l'an passé. Il a fait des petits dans mesure où, moi, ça m'amène à gauche puis à droite. Je dirais qu'il va assez bien, puis je suis bien content de l'avoir sorti. Écoute, Gilles, moi, j'ai lu une partie de ton livre. Là. Je vais te confier que j'ai pas terminé parce que c'est venu me chercher là à plusieurs reprises, étant donné que ma mère elle-même a fait un séjour à Roy-Rousseau. Donc, ça brasse un peu les émotions en lisant ton livre et je dois vraiment noter que tu es vraiment un homme qui manipule la plume d'une manière extraordinaire. C'est vraiment intéressant de faire cette lecture-là, mais j'aimerais te demander aujourd'hui, avec toute la connaissance que tu as acquis sur le terrain, soit par le problème de santé mentale ou bien lors de ton travail en tant qu'intervenant, pour toi, est-ce que tu trouves que présentement, il y a un avancement ou un recul face au soutien qu'on offre aux personnes là, qui vivent dans certains contextes difficiles? Moi, je dirais que dans l'ensemble, là, tu l'as dit, je travaille un peu à temps partiel comme intervenant dans une ressource en santé mentale. Je dirais que dans l'ensemble, par rapport à cette époque-là où moi j'ai vécu ça, donc ça fait presque 40 ans, c'est certain qu'il y a eu des avancées, c'est certain qu'il y a eu une démystification de la maladie mentale, mais maudit qu'il y a du travail à faire, c'est assez incroyable. D'une part, en matière de démystification, d'enlever les tabous, c'est toujours là, ça. Il faut toujours refaire la job, entre guillemets, là. Et en même temps, en matière de santé mentale en général, malheureusement, l'ensemble
de la profession considère encore la maladie mentale sous l'angle là, des symptômes, alors que c'est un ensemble, ça, la maladie mentale ou le désordre, ou peu importe comment on appelle ça. Et ça fait qu'on a des visions, bien souvent de fois, un peu trop étroites, là, un peu trop corporatistes, un peu trop médicales, un peu trop biologiques. Quand je dis ça, ben, c'est par rapport aux soins qui sont offerts. Alors, tout ça pour dire qu'il y a tellement encore à faire là, en matière d'approche globale, en matière de collaboration à établir, par exemple avec le communautaire. Je sais, Marie, que tu en es, et tu pourras en parler aussi bien que moi. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse collaboration, d'une part, entre le ministère et les milieux communautaires, et aussi entre les corporations de psychiatres, de psychologues, de tout ce qu'on voudra. C'est comme si chacun tire un peu de son bord, c'est comme si chacun travaillait en silo, c'est comme si on ne voulait pas céder de notre pouvoir. Et ben, ça fait en sorte que les personnes en souffrent. Quand il s'agit d'avoir accès, par exemple, là, on veut avoir accès à un psychologue ou à un psychiatre, puis que ça prend quasiment 1 an avant de voir quelqu'un, mais on a le temps de se jeter en bas du pont, hein, c'est bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Il y a encore beaucoup de choses là à établir, de barrières à faire tomber, puis d'esprit à ouvrir. Moi, Gilles, j'aimerais savoir, dans le temps, tu parles d'un vécu de santé mentale qui date quand même de plusieurs décennies. Comment ça se passait concrètement quand tu parlais? Bon, j'étais presque incarcéré. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient hospitalisés pour des plus longues périodes, mais comment ça se vivait à l'intérieur? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ça se vivait que, écoute, quelqu'un qui faisait une dépression solide à l'époque ou encore qui avait un problème mettons, là, un peu comme moi, par exemple, un diagnostic de schizophrénie affective ou ce genre de choses, il n'y avait pas grands endroits où on pouvait aller. Et, bon, dans mon cas, moi, c'était à peu près juste au Roi-Rousseau. Il y avait très peu de départements de psychiatrie dans les hôpitaux traditionnels. Donc, c'était là, et ou encore à Robert-Giffard. À l'époque, on disait Saint-Michel-Archange-Nous. Alors, c'est là où les gens allaient. Et aller là, c'était presque signer un bail avec le diable, entre guillemets, là, dans le sens que on savait pas ce qui nous attendait. On remettait tout le pouvoir entre les mains du psychiatre. On remettait notre vie entre ses mains. Et soit dit en passant, ces gars-là, c'était pas du mauvais monde, là, pas pantoute. Je pense qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec la vision qu'ils avaient à l'époque. Mais dès qu'on arrivait, moi, dès que je suis arrivé, la journée même, on m'a offert les électrochocs. J'en ai pas eu parce que je suis arrivé un petit peu trop tard, là. Ben, le surlendemain, j'en avais, c'était ça. Tu signais pour les soins et on te disait, bon, ben là, tu signes, mais tu nous laisses faire. Tu sais, on ne demandait pas l'avis de personne, là. Je veux dire, il fallait que tu acceptes. Alors, on sait que quand on fait une dépression, ou encore quand on a un problème, une psychose, whatever, on veut tellement s'en sortir qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Alors, moi, ça fait en sorte que, ben oui, je suis allé aux électrochocs, et puis au bout du 3e, je voulais mourir, mais j'avais pas le choix, il fallait que je continue. C'était ça, mais non, c'était à la porte. Moi, ce qu'on m'a dit, c'était, écoute, Gilles, on n'est pas allé te chercher, alors, voilà, tu acceptes, maintenant tu t'en vas. Alors, Dieu sait qu'on sait que quand on est dans un état, quand on est tout croche, quand ça fait 2 ans que la dépression couvre et que ça explose, on n'est pas en état de sortir. Alors, il n'y avait pas de ressources autres que ça et il fallait faire son temps. Et Dieu sait s'il faire son temps à cette époque-là. Moi, mon premier séjour, ça a duré 6 mois. Ça a été vraiment quelque chose de pénible. Ça a été vraiment difficile. Et tout ça pour dire, il faut aussi se ramener dans le contexte de l'époque. Là, moi, à ma connaissance, le premier groupe en santé mentale que j'ai connu, c'est un peu l'ancêtre de pêche aujourd'hui puis d'autopsie. Alors, ça s'appelait coupe-circuit. C'est à la fin des années 70. C'était le seul groupe qu'il y avait en matière de défense de droits. Donc, pour ce qui est de défendre nos droits et ou encore de nous proposer des alternatives, tu sais, je veux dire, c'était assez mince. Et même en matière de service, il y avait à peu près juste à ce moment-là la Croix-Blanche, l'Armée du Salut, peut-être l'Association canadienne pour la santé mentale là, qui existait assez timidement. Fait qu'imaginez-vous les gens là, qui ont vécu la désince à cette époque-là. C'est pas pour rien qu'il y a un syndrome de porte tournante qui existe encore. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y en avait pas de ressources. OK, Gilles, le temps nous manque un peu. Je voudrais simplement je suis désolée, c'est tellement intéressant de t'écouter. Je sais que le temps court, là. Oui. Je voudrais savoir, tu parles dans ton livre d'une lumière là, qui existe au bout du tunnel et tu en as fait toi-même l'expérience. Pourrais-tu nous décrire les aspects importants là, et favorables qui ont fait partie de ton processus de rétablissement?
Alors, cette lueur d'espoir-là, s'est agrandie, elle a pris de plus en plus de place dans moi, puis ça a commencé à faire une sorte de lumière. Alors, et moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, c'est ça, de rencontrer la fraternité des alcooliques anonymes, là, à la fin des années 90, et je m'y suis reconnu là-dedans. Et ça a fait en sorte que j'ai pu suivre une thérapie et vivre un rétablissement à travers eux autres, puis d'autres mondes aussi. Alors, tout ça pour dire qu'au bout de 4 ans, de 4 années, là, où j'ai rebâti mes réseaux et tout, cette idée de faire un livre qui montait, au lieu de la refouler par en bas comme je faisais avant, je l'ai laissé monter. Et je me suis mis à l'ouvrage, là, page par page, ligne par ligne, et ça a donné le cœur enveloppé avec un extraordinaire sentiment d'achèvement puis d'accomplissement quand l'éditeur me dit « Gilles, ça va marcher ». Alors, c'est un peu ça mon aventure et depuis ce temps-là, je caracole à gauche puis à droite. En quelques secondes, c'est intéressant, Gilles, en quelques secondes, le cœur enveloppé dans le sens que le cœur ne pouvait pas s'exprimer ou le vrai sens? C'est ça. Moi, c'est quelqu'un qui avait dit de moi à un moment donné, là, dans les années 80, quelqu'un qui était venu me voir à l'hôpital. Gilles, c'était de valeur, mais c'est comme s'il avait le cœur enveloppé. Dans le sens qu'il parle avec sa tête, mais pas avec son cœur. Fait que parler avec sa tête, quand on veut guérir, c'est pas fameux. Parler avec son cœur, là, on commence à faire un peu d'alchimie intérieure et ça commence à donner des résultats. Oui. Alors, Gilles, il reste très peu de temps. J'aimerais ça qu'on rappelle, je ne sais pas si Marie, tu veux le faire. Ou, absolument. Moi, j'invite tous les auditeurs à se procurer ce livre très inspirant, porteur d'espoir, qui s'intitule « Le cœur enveloppé, journal troublant d'un ex-psychiatrisé », dont l'auteur est Gilles Simard, et on le trouve aux éditions JCL. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. C'est fort intéressant. Ça m'a fait plaisir à vous deux, puis je souhaite longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Et de Québec, c'était agréable de vous parler aujourd'hui. Alors, merci infiniment. Merci. Bienvenue. Bye-bye. À la prochaine. OK, salut. Merci beaucoup. Alors, Marie, donc, merci beaucoup pour nous avoir amené cet invité via les ondes, évidemment, radiophoniques. Alors, ça sera un rendez-vous pour nous, éventuellement, pour d'autres invités dans le futur de Folie Douce. C'est toujours agréable de te recevoir. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci infiniment. À la prochaine. Bye. Au revoir. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Je me serais pas douté que ce serait aussi rough. J'ai jamais pensé que ce serait aussi tough. Des chauds malades et des têtes qui hochent. Et nous qui avons pas plus d'argent dans nos poches. Les enfants, la femme qui veulent ta peau. Toujours parti pour un jour de trop. Le chef qui pense, le compte à zéro. Pourtant c'est ma tourne qui tourne la radio. Je me bats pour un brin de visibilité. Quand j'y pensais de la débilité, je crois qu'on frôle la sénilité. Pour être maso, pour continuer. 9 heures de route pour 1 heure de show. Pour voir ma paye et finir trop chaud. Un mal de tête, un peu de McDo. C'est ce qu'on fait mieux et on est des pros. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Donc la musique est mon tendon d'Achille, ma coque et ma canne qui me rend sénile. Même si ça n'ira jamais bébé, c'est la seule façon que je me sens utile. Lundi au vendredi boulot, soir fin de semaine, sont dessus le micro. Québec, Iqaluit et Ontario, quand t'es vedette, y'a rien de trop beau. Combien de nuits dans des chambres d'hôtel à moins 4 étoiles, saveur, poubelle, des débits de boissons dans des bars déchirants, détruisant ton odeur pour de trop le moment. On fait ce qu'on peut pour ce que ça vaut, des satans on s'en fait pas trop. C'est vrai que je me dis que j'en ai plein le dos, mais je pense du bien au prix du gros. Jusqu'au jour où tu appuies trop fort. 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 Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe. Convaincu d'être maître à bord jusqu'au jour où tu appuies trop fort. Tu marches, le doigt sur la détente et le canon de l'arme contre ta tempe.
appuie trop fort. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous voici rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, acupuncture, c'est ça? Il y a Oui. santé mentale. Hein? Oui, parce qu'il y a tout se traite finalement via Par l'acupuncture, une vieille... aiguiller. Ouais. Je vais vous aiguiller ça va là-dessus. mettre du piquant dans l'émission. Oui, en fait, je vais vous lire une partie d'un article écrit par le docteur Jing Duan Yang, qui a... Ça me surprend pas que ça soit quelqu'un d'origine chinoise qui écrive sur l'acupuncture. Oui, bien, je vais te donner l'origine, en fait, de l'acupuncture. Monsieur médecin en pratique au New Jersey et il est spécialiste en traitement de dépression et d'anxiété. Alors, il nous dit que la médecine chinoise est un système complet de soins qui est apparu sous forme écrite autour de l'an 100 avant Jésus-Christ en Chine, au Japon, en Corée et au Vietnam. Ces pays ont depuis développé leur propre version. La médecine chinoise décrit la physiologie humaine et la psychologie en termes de Qi, qu'on écrit QI, mais qu'on prononce en fait Qi. Alors, pardonnez-moi mon erreur là-dessus. Alors, c'est une énergie vitale qui circule à travers les canaux énergétiques appelés méridiens. La médecine chinoise rapproche le fonctionnement mental et physique spécifique aux méridiens correspondants. L'équilibre du Qi est décrit en termes de yin et yang. Ça, on est familier avec cette expression. Alors, ceux-ci sont des qualités opposées de l'énergie. On considère qu'un être humain est en bonne santé quand le Qi circule en quantité suffisante dans chaque méridien et se déplace librement dans la bonne direction avec un équilibre entre le yin et le yang. L'acupuncture est l'une des principales méthodes de traitement dans la médecine chinoise. Elle est la plus ancienne et la plus couramment utilisée dans le monde. L'acupuncture est utilisée seule ou intégrée dans la médecine occidentale pour traiter une grande variété de troubles psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, l'insomnie, la douleur et la toxicomanie. Il existe de nombreux ouvrages scientifiques à l'appui. Le Qi, donc, qui est prononcé Qi, est le concept essentiel de la médecine chinoise. Le Qi est une forme d'énergie qui existe à l'intérieur et à l'extérieur du corps humain. Par exemple, des termes décrivant la physiologie humaine, tels le Qi du sang, le Qi des défenses immunitaires, le Qi des organes, le Qi des méridiens, ainsi que la description des énergies pathogènes provenant de l'extérieur, telles que le Qi du vent. On mêle la nature là-dedans, le Qi du vent, de l'humidité, de la chaleur, du froid et de la sécheresse, nous font comprendre que le Qi est l'énergie qui est derrière chaque aspect ou fonction de nous-mêmes ou de l'univers qui nous entoure. Il y a quand même des principes très bouddhistes aussi là-dedans. Oui. C'est pas très loin. Du bouddhisme. C'est un peu... on a l'impression que c'est un peu comme une religion aussi. En accord avec ce concept, le Qi est également présent dans les fonctions mentales et les émotions. Dans la langue chinoise, les émotions sont suivies par le mot Qi. Par exemple, la colère est appelée Qi colère et la joie est appelée Qi joyeux. Par conséquent, lorsque l'acupuncture ou la phytothérapie chinoise interviennent, elles ne touchent pas seulement l'aspect physique des fonctions de l'organisme, mais aussi les fonctions mentales et les émotions. La qualité du Qi est classée en deux grands groupes, le yin et le yang. Comme je disais tantôt, le yin et le yang sont deux opposés qui existent ensemble et sont interdépendants. Il faut trouver un équilibre entre le qi yang et le qi yin dans la nourriture pour que le corps fonctionne bien. Lorsque le qi yin est déficient, le qi yang sera en excès. Donc, ça prend toujours l'équilibre. Cela peut se manifester par des symptômes comme des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l'anxiété, de l'agitation, une augmentation de la pression artérielle, voire de la constipation. Quand le qi yang est déficient, c'est le qi yin qui est en excès et cela se manifeste par le sentiment d'avoir froid, de la fatigue, de la diarrhée. Le métabolisme se ralentit avec une rétention d'eau et une diminution de la pression artérielle et un retard psychomoteur. La dépression profonde est, selon cette théorie, une manifestation psychiatrique extrême d'un excès du qi yin et d'un déficit du qi yang. Les manies, à l'opposé, sont une manifestation d'un excès, c'est le contraire, d'un excès du qi yang
et d'une insuffisance du Qi Yin. Le passage anormal entre l'extrême Yin et l'extrême Yang est similaire au cycle des troubles bipolaires. Le premier objectif de traitement de la médecine chinoise est d'équilibrer tout ceci, c'est-à-dire le Yin encore et le Yang. Car la nature du système des méridiens fait que la médecine chinoise a cette compréhension de la santé physique et mentale. Des expressions comme cognitif ou émotionnel sont vues comme les composants du Qi. Chaque méridien est responsable d'une fonction mentale et d'une émotion spécifique. Par exemple, la douleur est exprimée par l'intermédiaire du méridien du poumon, en conséquence de quoi les gens qui sont dans un processus de deuil peuvent être plus sensibles aux infections des voies respiratoires. Alors que le modèle biomédical peut expliquer ces symptômes par une diminution de la réactivité immunitaire due au stress chronique provoqué par le chagrin. La médecine chinoise caractérise le problème en termes de stress émotionnel provoquant un déséquilibre dans le méridien du poumon et engendrant un qi relativement déficient. Donc, dans la médecine chinoise, les émotions et les fonctions mentales ne se limitent pas au cerveau, mais sont davantage une interaction entre le cerveau et les méridiens. Et on intègre beaucoup la santé physique et mentale. Oui. Tu sais, ce qu'on parle souvent à l'émission ici, de ne pas considérer ça en vase clos. Tu sais, c'est que tout est en interaction avec tout. C'est ça. On dit finalement qu'on peut dire aussi que le cerveau est en fait une partie de chaque méridien. Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais écoute, ici, c'est pratiqué, oui, évidemment, l'acupuncture, mais moi, j'ai jamais eu d'acupuncteur, mais c'est efficace, c'est ce qu'on sait. On m'en a parlé, il y a déjà des gens, moi non plus, j'ai jamais expérimenté. As-tu déjà expérimenté? Non, est-ce que, je ne suis pas un expert, est-ce que c'est toujours couvert par la carte soleil ou pas? Je ne sais pas si c'est couvert, par parce contre. Que ça peut coûter cher aussi. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr, ça devient... C'est une question de coût. Mais on peut s'informer en passant à l'Association des acupuncteurs du Québec. Ça s'appelle l'AAQ. Je peux donner le numéro 1-800. C'est 1-800-363-6587. 1-800-363-6587. Et l'adresse Internet, c'est info@acupuncture-québec.com. Merci beaucoup pour ce beau sujet. Donc, merci. Donc, c'était l'acupuncture et santé mentale à l'émission Folie douce. Un très bon sujet. Puis c'est intéressant de s'informer sur le sujet. Donc, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous présente son sujet « Trouver le bon médecin en santé mentale ». À l'Expresso allongé, il sera question du trouble de la personnalité limite. Vous entendrez de plus en chanson 18 ans de Thierry Audiamont et À quoi tu penses de Sophie Baudet. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale.
Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau notre collaborateur, Mike Santoro. Bonjour, Mike. Bonjour. Bonjour, encore une fois. Bienvenue à l'émission Folie douce. Cette semaine, on va parler d'une thématique intéressante, mais j'aimerais d'abord que tu nous... on a déjà annoncé que tu as produit t'as un DVD qui s'appelle le projet 80-20. Tu nous avais déjà expliqué auparavant que c'est une façon de voir les choses, comment on organise médication versus autre chose qu'on fait dans la vie pour pouvoir avoir une bonne santé mentale. Mais le DVD comme tel, comment vous l'avez conçu? Pourquoi, par exemple, vous avez divisé ça en 21 chapitres? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de comment ça a été concocté, tout ça? Le contenu du DVD, j'ai commencé à écrire ça en 1995. Alors, puis on l'a produit en 2007. Sans savoir tout à fait ce que tu voulais faire, ou tu voulais quand même faire quelque chose d'audiovisuel à ce moment-là? Non, je voulais écrire un livre. Puis je voulais écrire un livre, c'est pour ça qu'il y a 21 chapitres. Okay. Je voulais écrire un livre, puis chaque chapitre, c'était un outil que j'utilisais pour être bien. Alors, puis je voulais que les chapitres étaient très, très courts parce que personnellement, moi, j'ai de la misère à lire. Alors, je voulais que les chapitres soient très courts pour être capable pour qu'ils comprennent bien tout ça. Alors, j'ai commencé à écrire ça tranquillement pas vite en 95, puis à chaque fois que j'avais une idée de qu'est-ce que je faisais pour être bien, je l'écrivais. Okay. Et puis en 2006, quand j'ai commencé Histoire de Mike avec Daniel Gervais, c'est là qu'on a décidé ensuite de produire le DVD, le projet 80-20. Daniel Gervais, c'est un cinéaste, ça? Oui. Puis la rencontre s'est faite par hasard? Non. C'est peut-être une autre histoire. Oh mon Dieu, là. c'est une autre histoire, ça, oui. Ouais. Parce que Daniel Gervais, c'était mon travailleur communautaire pendant 10 ans. Ça fait longtemps. Okay. On s'est rencontrés, je pense que c'était en 88. Et pendant 10 ans, il m'a suivi comme travailleur communautaire. Puis sa deuxième vie, si je peux dire, c'est être réalisateur. Alors, puis il fait beaucoup de vidéos, puis de production vidéo. Audiovisuel et tout. Là, oui, puis des documentaires. Oui, OK, c'est intéressant. Donc, c'était d'abord un livre, mais c'est devenu un DVD. Puis c'est vrai qu'un DVD, surtout dans l'ère où on est, le livre, c'est intéressant, mais un DVD, c'est peut-être plus accessible à plus de gens, finalement. Puis c'est plus facile à digérer. Comme une personne comme moi qui a une maladie mentale, je trouve que c'est plus facile de digérer un DVD que de lire un livre. Oui. Parce que, comme je dis, j'ai toujours eu de la misère pour lire et je trouve que c'était un bon moyen. Puis je pense que j'ai eu raison avec Daniel Gervais. On a eu raison parce que souvent les gens, qu'est-ce que j'entends souvent, c'est que comme justement dernièrement, quelqu'un m'a dit, mon fils, c'est la première fois qu'il voit un vidéo pour une heure. Il a été intéressé pendant une heure. Il était capable de regarder tout le DVD. Vidéo. La façon que c'est fait, ça l'a tenu intéressé pendant une heure. Puis c'était la première fois qu'elle a vu son fils faire ça pendant une période de temps si long. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on a eu les 21 chapitres. Oui, je comprends. Et cette semaine, justement, tu nous amènes comme ça à l'occasion des thématiques. Et une des thématiques qui est moi, je trouve que c'est très important. Là, elles sont toutes importantes, mais celle-là, particulièrement, je la trouve très importante, c'est de trouver le bon médecin en santé mentale. On parle de façon générale de trouver un médecin, puis c'est vrai qu'en même en santé globale, c'est intéressant d'avoir un bon médecin, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Oui. Mais en santé mentale, combien de fois j'ai entendu des gens dire je sais pas, il me semble que mon médecin... c'est rare les bons matchs, si on veut utiliser cette expression-là, des bons matchs entre un client, entre une personne qui a des problématiques de santé mentale et un médecin, un psychiatre. Et j'aimerais ça que tu nous élabores un petit peu plus là-dessus. Premièrement, quand on parle avec la santé mentale, avec un psychiatre, mettons, on parle de la façon qu'on se sent, on parle des choses qui sont très difficiles à aborder. Alors, si on n'est pas confortable, si moi je suis pas confortable avec mon médecin, alors je suis pas capable de lui dire les vraies choses qui se passent dans ma vie. Ouais. Puis c'est là que, parce que le médecin, c'est sûr qu'il va utiliser qu'est-ce que moi je lui dis pour ensuite prendre ça puis faire les décisions qu'on doit faire ensemble. Ça, c'est une autre affaire. On travaille ensemble. Avec mon médecin, avec mon psychiatre, on travaille ensemble. C'est pas juste lui qui me dit quoi faire. Les décisions sont prises ensemble. Puis ça me donne le pouvoir aussi. Ça me donne parce que si les décisions sont faites ensemble,
être plus à portée de faire ce que j'ai à faire. Ouais. Au lieu que si c'est lui qui me dit juste quoi faire, je vais peut-être avoir des questions. Oh, c'est-tu la bonne chose à faire? C'est-tu pas la bonne chose? Puis est-ce que je vais le faire après? Je sais pas. Mais quand je fais partie de la décision, c'est plus facile pour moi de faire ce que j'ai à faire pour... Puis faut vraiment être confortable. Puis ça, des fois, ça prend... dans mon cas, ça a pris plusieurs médecins avant d'arriver au bon que j'étais confortable mais avec. Comment on passe de médecin en médecin? C'est-tu un numéro? Puis c'est un genre de speed dating qu'on fait avec le médecin? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut qu'on soit suivi pendant ce temps-là. Il faut qu'on soit suivi. Mais aussi... Quand je dis bon médecin, ça veut pas dire que si le médecin n'est pas bon pour toi, qu'il est pas bon pour personne d'autre. Okay, ça c'est un point que je trouve que c'est important aussi parce que souvent les gens, puis moi des fois aussi, je vais dire le médecin il est pas bon, mais oui il est pas bon pour moi. Mais peut-être qu'il est bon pour d'autres gens. Alors ça, faut garder ça en tête aussi. Puis des fois, être honnête, l'honnêteté, c'est très important. C'est important d'être honnête avec le médecin puis de dire, regarde, c'est-tu possible? Je sais pas comment... Chaque situation est différente, mais si je suis avec un médecin que je suis vraiment pas confortable, c'est bon, c'est mieux pour les deux de le dire puis d'essayer de trouver une autre solution. OK. Mais comment ça se passe quand est-ce que dans ton cas tu as eu à avoir différents médecins comment ça s'est passé les changements? Est-ce que c'était plus ta volonté de dire je veux chercher un meilleur match là si on veut moi dans mon cas le médecin que j'ai présentement, ça fait longtemps que je suis avec, ça fait plus que 20 ans. Et puis, c'est le travailleur communautaire qui a réalisé dans le temps que ce médecin-là, ce serait un bon match, que je peux dire, pour moi. Alors, c'est comme ça que le lien s'est fait au début. Lui, te connaissait bien le médecin. Oui. Parce qu'on en a eu même à l'émission des psychiatres. Puis c'est drôle parce que il y a des gens qui disaient, il me semble que ce médecin-là, j'aimerais ça avoir ce médecin-là. C'est la façon qu'il parlait à l'émission. On a eu quelques bons invités, puis des médecins, entre autres, très intéressants. Puis des fois, ça se sent dans l'approche, mais il faut les connaître. C'est pour ça qu'avec quelqu'un qui te connaît bien et qui connaît bien le médecin, il peut dire, il me semble que ces deux-là, ça marcherait. Parce que dans le fond, c'est une équipe. C'est une équipe. Le cheminement psychiatrique, le cheminement médical à travers tout ça, il faut travailler en équipe, il faut être capable peut-être de négocier même jusqu'à un certain point. Est-ce que le médecin doit être ouvert à... Oui, puis il faut aussi que... moi, je trouve qu'un bon médecin aussi, c'est un médecin qui écoute, qui dit pas juste quoi faire, mais qui écoute bien le patient. Puis écoute bien la personne, puis ses besoins. Puis il regarde pas juste les médicaments, qui regarde la personne au complet. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe à son travail bénévole? Qu'est-ce qui se passe avec... toutes les choses qui se passent autour de la personne, pas juste les médicaments, puis les effets secondaires et tout ça, parce que si on fait ça, on traite pas la personne au complet, on oublie que la personne a une vie. Puis ça, comme médecin, je pense que c'est important qu'un médecin garde la personne au complet. Puis encore une fois, si on n'est pas confortable avec notre médecin, on peut pas discuter ça comme il faut, puis dire les choses comme qu'ils sont, parce qu'on n'est pas confortable. Oui. Est-ce que de façon générale, d'après tes observations, est-ce que la médecine psychiatrique a changé? Est-ce que les médecins sont devenus plus humains? Est-ce qu'ils sont moins peut-être directifs, peut-être dans leur... Si on regarde les 20-30 dernières années, est-ce que ça a changé d'après toi? Moi, mon opinion personnelle, c'est que il y a eu beaucoup de changements. Les médecins sont plus apportés à écouter qu'ils étaient il y a 20-30 ans. Dans le temps, c'était plus, moi je suis le médecin, je connais mon affaire. Tu prends ça, je connais je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis il faut que tu le fais. Aujourd'hui, je trouve, avec les nouveaux médecins, de plus en plus, sont plus ouverts à écouter, puis toutes les choses qu'on vient de discuter. Alors, pour moi, c'est le fun de voir que c'est en train de changer, ça l'a changé, puis je trouve que c'est pour le mieux. Si tu avais, je te demande ça comme ça, je ne sais même pas si tu as les réponses, mais si tu avais, disons, un top 3 ou un top 5 des questions que tu dois te poser pour savoir est-ce que je suis avec le bon médecin ou est-ce que je devrais le changer, est-ce qu'il y a des points qu'on doit se poser? Est-ce qu'on, par exemple, c'est sûr qu'il faut qu'on s'entende, mais des fois, c'est juste de spécifier comment on fait pour faire un peu
se poser les bonnes questions, savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis avec la bonne personne. Est-ce que tu as peut-être des pistes à ce niveau-là? Je ne sais pas si c'est des questions qu'on pourrait... des questions spécifiques. Mais je peux vous dire que après avoir vu un médecin une couple de fois, c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent. Est-ce qu'on se sent confortable? Est-ce qu'on se sent on a été écouté? C'est la façon qu'on se sent. Si on sort de là puis on est frustré, on est tout, puis c'est sûr qu'il y a des sessions qu'on va être frustré. Oui. Mais je veux dire, en général, là, si on se sent que le médecin ne nous écoute pas, il y a de la friction. Ça, on peut le sentir dans la première réunion. Ouais. Tout de suite, on le sent tout de suite. Alors, il n'y a pas vraiment je trouve pas qu'il y a des... Pour moi, en tout cas, il n'y a pas des questions que je peux me demander, je le sens tout de suite. Puis ça, que ce soit un psychiatre ou n'importe qui que je vois dans le réseau, je le sens tout de suite. Après la première réunion, je sais si je vais continuer ou non. Oui. Et trouves-tu que en général, le monde de la santé mentale, on a encore quelques secondes, là, trouves-tu que le monde de la santé mentale est beaucoup plus, comment je te dirais, a évolué dans le bon sens au moment où on se parle? Est-ce que tu penses quand même que les services de santé, bien sûr, avec les médecins et tout le personnel qui entoure le médecin, est-ce que tu trouves quand même que c'est beaucoup mieux qu'avant au niveau de... Moi, oui, je trouve que oui. Je trouve que oui. Par contre, dans tous les métiers, il y a des bons puis il y a des pas bons. Je veux dire, il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis il y a des gens qui sont là pour pas les bonnes raisons. C'est ça. Alors, faut savoir Puis, encore une fois, il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ouais. Alors, pour moi, c'est ça qui fonctionne. Puis pour toi, peut-être c'est quelque chose un peu différent. Mais vraiment, si on parle de médecin puis un bon médecin, il faut que tu trouves un bon médecin pour toi. Oui. Ben, puis on n'a comme pas le choix. Hein? Oui. Quand il y a un rétablissement, les gens, il faut qu'ils passent par le système de santé. Puis il faut qu'ils voient un médecin. Il faut qu'il soit suivi pendant un certain temps. Puis il faut être persistant aussi. Parce que trouver un bon médecin dans le système qu'on a aujourd'hui, que c'est très difficile de changer de médecin, c'est pas évident. Non. Mais il faut avoir des convictions puis être capable de comme tu dis, d'être persistant puis de poursuivre d'aller jusqu'au bout dans puis être honnête. Être honnête avec le médecin aussi. Oui. Parce que c'est ça. D'être honnête avec soi, d'être honnête avec le médecin, c'est encore la meilleure chose. Mais c'est un très bon sujet. Je trouve que je suis certain qu'il y a des gens qui sont pris, entre guillemets, avec un médecin qui sont pas tout à fait à l'aise, puis ils pourraient changer, dans le fond. Ils savent peut-être pas, ils pensent peut-être qu'ils sont obligés de subir ça, mais ils pourraient améliorer le déroulement de leur établissement, puis ça serait beaucoup mieux pour eux, peut-être. Ils pourraient, mais il faut aussi faire attention. Alors, pas juste quitter le médecin puis avoir pas de médecin. Comme tu dis aussi, pour n'importe quel détail, il faut quand même prendre un recul, hein, c'est ça? Puis il faut penser comme il faut comment faire ça, parce que c'est pas évident de faire ça. Non. Puis il faut être capable de le faire d'une façon qu'on ne perd pas de médecin complètement. On vous conseille pas au public là, de quitter vos médecins. Non. On veut pas. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est possible. Puis si les gens... comment c'est important de trouver le bon médecin, puis c'est vrai que c'est important ça fait partie intégrante du mieux-être de la personne en santé mentale. Donc c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Mike, de ta présence encore une fois. Merci à vous. Et à une prochaine chronique dans notre émission. Ça me fait plaisir. Au revoir. Zéro presque. Les tambours dans le sang, les îles ou Bornéo dans la tête, des tissus rouges argent pendus à tes fenêtres, des coquillages blancs cousus sur le bord de tes rêves. T'es déjà presque en route, t'as senti tout le poivre du vent, des envies de danser à Beyrouth et puis la mer en Chine, les sables du Soudan.
chemin qui monte et qui descend, et tout ce rodéo dans la tête. Les vents mauvais, le cœur défait, du brouillard sur la fenêtre, et les brumes tombées sur un été glacé. Les hommes ne font que paraître, déjà sur la route, et moi je fais l'autre versant, de larguer la peur et les doutes. Je sais ce qui t'attend, 40 ans, les compteurs à zéro presque. La maison plantée sous le vent, les îles ou Bornéo dans la tête. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. Nous poursuivons micro avec l'Espresso allongé. Pierre Laporte, toujours en notre compagnie, ainsi que Ghislain Malo. Alors, Pierre Laporte, aujourd'hui, à l'Espresso allongé, tu nous proposes quoi? Je vous parle du trouble de la personnalité limite, oui, qu'on connaît souvent. Souvent, les personnes vont utiliser le terme anglais borderline. Oui. Tu vas entendre dire, ben moi, je suis borderline. Oui, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on galvaude un peu ce terme-là? C'est ce qu'on va peut-être savoir là, en apprenant plus, finalement, sur ce que c'est. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, mais souvent, c'est mal compris ou c'est mal interprété, je pense, dans la population en général. Ouais. C'est un trouble de la personnalité, on appelle ça TPL comme abréviation. Mais je vais vous lire un passage que j'ai pris sur le site de l'Association québécoise du trouble de la personnalité limite. Et j'invite les gens qui ont accès à l'Internet d'aller voir parce que c'est extrêmement intéressant. Tout d'abord, le terme borderline, c'est un terme en fait inapproprié qui a été appuyé par une vieille théorie qui indiquait que cette pathologie se situe entre la psychose et la névrose. Mais plus tard, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, mais le terme est resté. Le terme personnalité limite est resté dans le langage populaire. On a comme traduit, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de l'adapter. Le terme est resté. Ouais. Maintenant, c'est quoi la définition d'un trouble de la personnalité en général? Ben, le trouble de personnalité, c'est un état où dominent certains traits de personnalité. C'est un syndrome complexe qui combine l'impulsivité et le trouble affectif, marquant le tempérament et le caractère. Ce trouble en particulier est souvent source de souffrance et entraîne une modification importante du fonctionnement de la personne, de son aspect social et professionnel. En fait, c'est tout ça qui est atteint. Le trouble de la personnalité limite affecte de 1 à 3 % de la population. C'est un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles de l'image de soi, avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l'âge adulte et qui est présente dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Ouais. Il y en a 9 en tout. Alors, si une personne qui en a 5, ben, elle a le trouble de personnalité limite. Alors, je vous lis ça rapidement. Premièrement, ça peut être des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Donc, ces personnes-là, souvent, vont avoir une peur bleue là, de se faire abandonner, même si ce n'est pas le cas par personne. Deuxièmement, ça peut être un mode de relation interpersonnelle qui est instable et intense, qui est caractérisé par l'alternance entre les positions extrêmes d'idéalisation et de dévalorisation. Donc, souvent, ces gens-là vont avoir une faible immense... estime. Très négative maladif, oui. Ouais, c'est ça. Troisièmement, ça peut être une perturbation de l'identité, l'instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi.
Quatrièmement, ça peut être une impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour le sujet, comme par exemple des dépenses exagérées, la sexualité débordante, la toxicomanie, la conduite automobile dangereuse ou des crises de boulimie, par exemple. 5e point, ça peut être la répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. 6e, une instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, comme par exemple la dysphorie, qui en est une perturbation de l'humeur, c'est-à-dire beaucoup de tristesse, d'anxiété, de tension, des épisodes intenses, donc de dysphorie, d'irritabilité ou d'anxiété, durant habituellement quelques heures et rarement plus de quelques jours. 7e, un sentiment chronique de vide, qui ressemble un peu à la dévalorisation. 8e, des colères intenses et inappropriées ou des difficultés à contrôler sa colère, comme par exemple de fréquentes manifestations de mauvaise humeur, de colère subite, ou même des bagarres répétées. Et finalement, au 9e point, survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation persécutoire ou des symptômes dissociatifs sévères. Maintenant, la personnalité. La personnalité est composée de notre tempérament. On a tous des personnalités différentes avec des traits de caractère. La personnalité, donc, est composée de l'influence de l'environnement dans lequel on a grandi. Le caractère se forge par nos expériences de vie et notre environnement. Il y a des troubles de personnalité lorsque nos traits deviennent rigides et envahissants. C'est là qu'est le trouble de personnalité. Maintenant, le trouble de la personnalité limite est une maladie neuropsychologique qui se précise. Donc, en terminant, on dit que les personnes souffrant de TPL ont un excès de matière grise dans là, on parle vraiment au niveau technique, ont un excès de matière grise dans l'amygdale, une structure du cerveau liée à la peur et à l'anxiété. Cette région est suractivée en réponse à certains stimuli perçus comme menaçants. Donc, ces personnes-là, il y a peut-être une certaine malformation au niveau du cerveau. Donc, on va en savoir plus au cours des années à venir. Des années à venir, effectivement. Merci beaucoup, Pierre, pour ton beau sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci. C'était donc le sujet, le trouble de la personnalité limite. On poursuit en chanson à l'émission Folie douce. Je cligne des yeux, il est encore là. Je cligne des yeux, il est encore là. Je cligne des yeux, il est encore là. Il est encore là. Je cligne des yeux, il est encore là. Je cligne des yeux, il est encore là. Je cligne des yeux, il est encore là. Il est encore là. Au creux de ton dos, je le capture. Je lui fais faire quelques
me demande à quoi tu penses, je dis à rien pour pas avoir l'air trop étrange. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. On termine cette émission de Folie douce avec la nomenclature des chansons. Je l'aime à l'eau, donc on fait le tour de l'émission en chansons. Oui. Alors, on écoutait en début d'émission Omniprésent de Damien Robitaille. On écoutait La Gâchette de Kodiak. Oui, on écoutait en deuxième demi 18 ans de Thierry Audiamont. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille. Et à l'instant, À quoi tu penses? De Sophie Baudet. Oui, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci à notre invité au bout du fil en début d'émission qui nous a parlé justement de son livre Le cœur enveloppé. On avait fait une entrevue en collaboration avec notre collaboratrice Marie Toutan. Alors merci à vous deux d'avoir participé en début d'émission. On a eu bien sûr à l'Espresso, on parlait d'acupuncture et santé mentale, et à l'Espresso allongé, le trouble de la personnalité limite. Je remercie notre collaborateur Mike Santoro qui nous a parlé comment c'est important de trouver le bon médecin en santé mentale. C'était fort intéressant. Merci à tous. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop